J'ai un rapport. Alors, je pense que ça fait, oui, plus de 50 ans que je suis à la télé. Après plus d'un demi-siècle passé à rassurer la France grâce à son visage perpétuellement serein, Evelyne Delia révèle aujourd'hui une vérité si stupéfiante qu'elle ébranle toutes les certitudes la concernant. Une confession poignante et troublante, un secret qu'elle a dissimulé pendant 50 ans pour pouvoir simplement continuer. Mais pourquoi rompre ce silence maintenant ? Quelle force l'a finalement poussée à briser ce pacte qu'elle s'était imposé? Ce que cette histoire s'apprête à dévoiler surpasse de loin tout ce que l'on aurait pu imaginer. Pour saisir pleinement la magnitude de l'onde de choc générée par cet aveu, il faut voyager bien au-delà des lumières des studios, là où s'est patiemment bâtie la carapace que les Français pensaient connaître. Dans la décennie 60, alors que la télévision demeurait un espace solennel, accessible à une poignée de personnalités choisies, l'arrivée d'Evelyne Delia fut perçue comme une présence quasi surnaturelle. Une jeune femme d'une discrétion exemplaire, rigoureuse, dont chaque mouvement semblait millimétré pour ne jamais créer la moindre vague. Elle intègre très rapidement que la plus infime émotion mal contrôlée pourrait anéantir une carrière en devenir, qu'une simple vibration dans sa voix risquerait d'être vue comme un aveu de faiblesse inexcusable. À cette période, une femme médiatisée n'a aucune marge d'erreur. On n'attend pas d'elle qu'elle ressente, et encore moins qu'elle exprime un doute. Il lui est demandé d'être une incarnation impeccable, d'une stabilité à toute épreuve, une sorte de phare humain, qui ne vacille jamais, même lorsque la tourmente fait rage loin des caméras. Evelyne mesure instantanément le poids de ce contrat tacite, sacrifier tout ce qui pourrait venir ébrécher l'icône parfaite que les téléspectateurs attendent. C'est alors que commence l'édification silencieuse de sa forteresse intérieure. Brique après brique, sourire après sourire. La jeune femme devient une experte dans l'art de camoufler son épuisement sous un maquillage parfait, de ravaler ses angoisses, juste avant de prendre l'antenne, d'évoquer la météo du lendemain en ignorant les orages qui secouent son âme. Plus sa notoriété s'accroît, plus les attentes deviennent oppressantes. On examine sa coiffure, ses tenues, sa posture. Chaque détail est disséqué et peut faire l'objet d'un jugement. Au fil des décennies, le contrôle de son image se mue en une seconde nature, un véritable réflexe de survie. Elle a conscience qu'un battement de paupières, un peu lent, un regard légèrement voilé, une intonation hésitante suffirait à nourrir des spéculations sans limite. Alors elle se montre droite, imperturbable, comme si aucune épreuve ne pouvait l'affecter. Pourtant, dans la pénombre des coulisses, quelques fissures discrètes apparaissent. Des indices que personne ne souhaite réellement percevoir. Un souffle un peu court avant de passer à l'antenne, une main qui frémit discrètement, un sourire qui se fige. Un peu trop après une nuit d'insomnie à combattre une anxiété latente. Ses collaborateurs la décrivent comme une professionnelle hors pair, brillante mais aussi étrangement inaccessible, comme si un fragment essentiel d'elle-même avait été méticuleusement mis sous scellé. Ce cadenas, Evelyne l'a forgé très tôt, persuadée qu'il était sa seule chance d'exister, dans un univers qui observe tout et ne pardonne rien. Elle devient progressivement cette figure presque légendaire, la femme, qui semble tout maîtriser jusqu'aux caprices du ciel. La femme dont la voix posée annonce les intempéries sans jamais suggérer qu'elle en affronte elle-même de bien plus violentes. Mais cette perfection de façade a un coût démesuré. Plus elle progresse, moins elle a le sentiment de s'appartenir. Les décennies s'écoulent, les décors se modernisent, les technologies se transforment. Mais son rôle, lui, reste absolument figé dans le temps. Elle est devenue une institution nationale, un point de repère, quasiment un monument vivant. Et à l'instar de tous les monuments, elle se doit de rester stable, inaltérable et intouchable. Or, derrière cette solidité de façade, une autre histoire se tisse dans l'ombre. Une narration invisible et dangereusement retenue. Un récit fait de sacrifices, de questions étouffées, de vérités trop pesantes pour être partagées. Parfois, tard dans la vidéo, nuit, lorsque les plateaux sont déserts et que les projecteurs s'éteignent, Evelyne s'autorise à imaginer la personne qu'elle serait devenue si cette vie n'avait pas été la sienne, si elle n'était pas ce visage familier qui entre chaque soir, dans des millions de foyers. Mais au lever du jour, l'autodiscipline reprend inexorablement le contrôle. La rigueur balaye les doutes nocturnes et elle retourne face aux caméras, impeccable, donnant l'illusion que sa vie est une plénitude totale. Pourtant,
il y a un manque. Quelque chose a toujours manqué. Et ce vide, longtemps indécelable, commence à fissurer lentement la cuirasse, qu'elle pensait à jamais infaillible. Car on peut certes maîtriser son image, mais on ne peut pas maîtriser éternellement ce que l'on a tu. Et ce qu'Evelyne Delia a tu pendant plus d'un demi-siècle s'apprête à faire voler en éclats toutes les certitudes que l'on avait construites autour d'elle. Et pourtant, en dépit de cette carrière sans faute et ce contrôle quasi martial de son image publique, une autre facette de son existence se développait en parallèle, de manière très discrète, subtile, quasiment imperceptible pour le grand public, mais absolument fondamentale dans la trajectoire de vie qu'elle mettrait en lumière de nombreuses années plus tard. Car au-delà de la figure publique se dissimulait une femme qui, à peine sortie de l'adolescence, avait posé un acte, la société d'alors célébrait avec enthousiasme, mais qui, par une cruelle ironie du sort, allait la confiner dans un rôle bien plus contraignant que celui que le petit écran lui attribuait. Evelyne s'est unie par le mariage à un très jeune âge, dans une France où la priorité absolue était accordée à la stabilité, à une respectabilité sans faille et à l'image d'une vie de famille sans nuages. Pour elle, cette union représentait un havre de paix, une fondation rassurante où elle croyait pouvoir enfin reprendre son souffle, loin de l'omniprésence des projecteurs. Son époux, un homme fidèle, d'une grande discrétion et profondément travailleur, devint pour elle une présence effacée mais indispensable. Il était ce roc qui la stimulait, la portait et l'assistait dans la délicate conciliation entre sa carrière fulgurante et sa vie privée. Main dans la main, ils ont érigé une existence exempte de tout scandale, dépourvue d'éclats tapageurs, une vie parfaitement réglée que bien des gens leur enviaient. Cependant, sous le vernis de cette harmonie de façade se dissimulait une réalité infiniment plus nuancée. L'affection d'Evelyne pour cet homme n'était pas de celle qui dévaste ou qui enflamme l'âme, mais plutôt un sentiment pétri de respect, de gratitude et de la force tranquille de l'habitude. Et pourtant, à une époque où certains concepts n'avaient pas encore de nom, où des vérités intérieures ne pouvaient être formulées, Evelyne a appris très jeune à reléguer ses doutes au plus profond de son être, à réprimer ses impulsions, à se persuader que l'existence qu'elle menait était la bonne, l'unique voie envisageable, la seule qui soit socialement acceptable. Au fil du temps, leur couple a glissé insensiblement vers une sorte de cohabitation sereine, mais empreinte de distance, où chacun traçait son propre chemin sans jamais réellement pénétrer dans le jardin secret de l'autre. Evelyne offrait son sourire, endossait ses responsabilités, avançait, convaincue qu'il suffisait d'afficher une conduite irréprochable pour connaître le bonheur. Mais au tréfonds de son âme, un sentiment indéfinissable et presque honteux prenait de l'ampleur. Celui d'être passé à côté de l'essentiel, d'avoir manqué un rendez-vous capital avec sa propre identité. Elle ne s'en ouvrait à personne, elle n'avait ni le vocabulaire ni le lieu pour l'exprimer. Et si certains soirs la question affleurait, et si une autre existence avait été réalisable ? Elle la balayait sur le champ, comme on écarte une pensée sacrilège. Ce n'est que, bien des années après, lorsque les premières failles invisibles de son monde ont commencé à s'agrandir, qu'elle a réalisé que ces questionnements n'étaient pas de simples lubies, mais les symptômes avant-coureurs d'une vérité trop longtemps enfouie. Car il est impossible d'étouffer indéfiniment sa nature profonde, même quand on est passé maître dans l'art de garder le silence. Evelyne se croyait forte, elle se jugeait indestructible. Mais elle ne savait pas encore que le passage du temps, la maladie et le chagrin allaient la contraindre à affronter ce qu'elle n'avait jamais eu le courage de nommer. Et quand ce fragile équilibre, si parfait en apparence, se mettra à vaciller, ce ne seront pas uniquement ses certitudes qui seront ébranlées, mais l'intégralité de l'édifice de son identité. Ce tournant, elle l'ignore encore, mais il s'approche, à pas lents et feutrés, tel un raz-de-marée qui se forme en silence avant de tout dévaster sur son passage. Le premier grand choc survient en 2012, lorsque le destin décide abruptement de ravir à Evelyne l'illusion de maîtrise qu'elle avait si soigneusement entretenue. Un diagnostic tombe, brutal, totalement inattendu, presque surréaliste, tel un couperet. Un cancer du sein,
découvert de manière fortuite au cours d'un examen de contrôle. Pour la toute première fois, celle qui avait consacré sa vie à apaiser les autres se retrouvait confrontée à une terreur viscérale, personnelle, qu'aucun artifice ne pouvait dissimuler. Dans la froideur de la chambre d'hôpital, à des années-lumière des caméras, des feux de la rampe et des sourires de circonstance, Evelyne dut faire face à une réalité qu'elle n'avait jamais ne serait-ce qu'imaginée, sa propre vulnérabilité. Elle se perçut soudainement vidée de tout ce qui constituait son assurance en public, réduite à un corps fragile, une respiration saccadée, une femme paniquée non pas à l'idée de mourir, mais à celle de s'éteindre sans jamais avoir véritablement existé pour elle-même. Pendant les longues semaines de traitement, elle apprit à subir les regards cliniques, les silences pesants des médecins, son absence provisoire de l'antenne, et le vide sidéral qui s'empare de vous lorsque l'on réalise que le monde poursuit sa course sans se soucier de votre absence. Publiquement, on évoque un ennui. Elle y perd sa chevelure, son énergie, mais par-dessus tout, cette conviction factice qu'elle était à l'épreuve de tout. Elle rédige même une lettre qui ne sera jamais lue par personne. Une sorte de confession préventive où elle couche sur le papier ce qu'elle n'a jamais eu le courage d'articuler de son vivant. Quand elle réapparaît enfin, l'écran, impeccablement maquillé, le sourire peut-être un peu trop rigide, des chuchotements parcourent les rangs. Ses commentaires l'effleurent comme des poignards, mais elle persévère, fidèle à son personnage, comme si absolument rien ne s'était passé. Néanmoins, une fracture intime et profonde s'était produite en elle. L'épreuve de la maladie lui avait servi de cruel rappel que notre existence est un compte à rebours inéluctable, et que de repousser indéfiniment l'affirmation de soi équivaut bien souvent à une forme de renoncement définitif. 5 années s'écoulèrent, et alors de sa vie. Son époux, celui qui fut son partenaire pendant plus d'un demi-siècle, fut subitement emporté, victime d'une attaque cérébrale foudroyante. En une fraction de seconde, le roc sur lequel toute sa vie s'était construite s'est volatilisé, créant derrière lui un gouffre abyssal que rien ne semblait pouvoir jamais combler. Evelyne ne venait pas seulement de perdre un mari, mais aussi le gardien silencieux d'une vie entière érigée sur les piliers de la loyauté, du sens du devoir et d'une discrétion qui confinait à l'abnégation. Dans leur appartement devenu soudainement immense et caverneux, chaque meuble, chaque photographie, chaque parcelle de souvenirs la harcelait d'une interrogation qu'il lui était désormais impossible d'ignorer. Pour qui dois-je encore jouer cette comédie, maintenant que le seul spectateur qui comptait a quitté la salle? Le chagrin agite alors comme un miroir sans concession, ramenant à la conscience toutes ces interrogations si longtemps et si soigneusement réprimées. Evelyne naviguait à vue entre les lumières aveuglantes des studios et sa propre solitude, écartelée entre sa figure publique et le vide absolu qui l'accueillait chaque soir. C'est précisément dans cet état de vulnérabilité poignante, devenue presque transparente à elle-même, qu'elle pressentit qu'une existence entière pouvait être sur le point de chavirer. Ce qu'elle était, parvenue à étouffer pendant d'interminables décennies, commençait à gronder tel un volcan intérieur, un grondement incontrôlable, insistant, prêt à jaillir à la face du monde. Et sans qu'elle puisse encore s'en douter, la destinée s'apprêtait à lui offrir une main secourable et, totalement inattendue, une main qui allait absolument tout transformer. C'est dans ce moment de suspension existentielle, alors que le deuil et la maladie avaient ébranlé chacune des certitudes qu'elle pensait solidement ancrées, qu'une nouvelle personne s'est glissée dans sa vie, avec une infinie délicatesse, sans jamais prétendre vouloir combler une absence ou se substituer à ce qui avait été perdu à jamais. Cette femme se présente au départ comme une simple relation, une présence apaisante, réservée et particulièrement à l'écoute, qui perçoit en Evelyne, non pas la personnalité publique inébranlable que la nation entière vénérait, mais une âme épuisée, fragile, en proie au doute, et encore toute frissonnante, d'avoir endossé pendant trop d'années un costume qui, au fond, n'avait peut-être jamais été le sien. Initialement, Evelyne s'interdit de nommer ce qui est en train de se produire. Elle s'agrippe à la pensée logique, à sa rationalité, à tout ce qui peut faire barrage à l'émotion pure. Elle qualifie cette relation d'amitié, réconfort, de solidarité féminine. Elle utilise tous les mots,
sauf celui que son cœur commence à lui chuchoter, doucement mais dangereusement. À son âge, se persuadait-elle, l'amour ne frappe plus à la porte, et certainement pas sous une apparence aussi déconcertante. Et pourtant, une force nouvelle s'éveille au plus profond de son être, une sensation de légèreté retrouvée, presque juvénile, un rire qui jaillit spontanément, sans la moindre arrière-pensée, et une chaleur dans sa poitrine qu'elle croyait éteinte depuis une éternité. Au fil des mois, Evelyne se surprend à anticiper leurs échanges, à esquisser un sourire en parcourant un message, pourtant banal, à ressentir un vide poignant au moment de leur séparation. Cependant, ces élans de cœur, si tendres soient-ils, réveillent en elle une angoisse ancestrale, bien plus tenace que toutes les autres. L'angoisse de se trahir, l'angoisse de décevoir, et par-dessus tout, l'angoisse de devoir enfin affronter cette vérité qu'elle avait si méticuleusement enfouie. Ces nuits s'allongent, tourmentées par des questions qu'elle ne réussit plus à faire taire. Est-il possible d'aimer véritablement 2 fois au cours d'une seule existence? Peut-on rester loyal à la mémoire d'un être cher tout en s'autorisant une nouvelle émotion? Et surtout, que se passera-t-il lorsque le monde apprendra la nature véritable de ses sentiments? Car aimer cette femme ne représente pas seulement une autre manière d'aimer. Cela l'oblige à regarder droit dans les yeux ce qu'elle a passé sa vie à nier, tout ce qu'elle a refoulé pour être en accord avec son époque, avec son mariage, avec une image publique qui se devait d'être irréprochable. Les manifestations discrètes de cette révolution intérieure ne manquent pas d'alerter quelques observateurs particulièrement avisés de son entourage. Un soir, à la terrasse d'un petit bistrot parisien, un confrère de longue date les surprend, assises l'une près de l'autre, échangeant un regard complice bien trop intense pour être simplement amical. La rumeur s'insinue alors, discrètement, elle serpente dans les couloirs des studios de télévision, elle se colore, se transforme et se déforme, comme le font toutes les rumeurs. Mais Evelyne choisit l'ignorance volontaire, feignant de ne rien percevoir. Elle n'est pas encore en mesure d'y faire face. Sa nouvelle compagne, de son côté, ne force absolument rien. Elle ne demande ni étiquette, ni décision, ni la moindre reconnaissance publique. Elle lui procure simplement un refuge, où Evelyne peut enfin déposer son masque et respirer. Une sorte de cocon protecteur où elle a le droit d'être. Faillible, indécise et profondément vulnérable. Puis un jour, comme si c'était plus fort qu'elle, Evelyne fait tomber sa dernière armure. Une phrase hésitante, à peine audible, s'échappe de ses lèvres. Une phrase d'une simplicité désarmante, mais portant le poids écrasant de 50 années de non-dit. Elle confesse ce qu'elle éprouve, et dans les yeux de cette femme, elle ne lit ni réprobation ni étonnement, mais uniquement une sérénité absolue. À cet instant précis, Evelyne a la révélation que ce qu'elle est en train de vivre n'a rien d'une faute de parcours. Il ne s'agissait nullement d'une trahison, mais bien d'une révélation tardive, à la fois poignante et absolument magnifique. Cependant, l'épreuve la plus redoutable était encore devant elle, car chérir un amour dans l'ombre est une chose, mais trouver le courage de le proclamer au monde entier en est une toute autre. Et pour Evelyne, qui avait consacré son existence entière à sculpter méticuleusement son image publique, le moment fatidique approchait où un choix crucial s'imposerait. Persister dans le mutisme qui l'asphyxiait, ou embrasser la vérité qui risquait de faire voler en éclats tout son univers. Car bien que l'amour ait percé une fissure de lumière dans l'existence d'Evelyne, l'angoisse, elle, tel un spectre obstiné, ne cessait de la harceler, une entité impalpable dont l'emprise se resserrait inexorablement à chaque instant où elle visualisait la réaction du monde à la découverte de son secret. Pendant de longs mois, Evelyne a navigué entre 2 mondes parallèles. L'un était intime, empreint de délicatesse et de passion, partagé avec cette femme. L'autre était sa façade publique, lisse et inflexible, qu'elle persistait à offrir en spectacle à la nation tout entière. Cette existence schizophrénique la consumait à petit feu. Chaque apparition télévisée se transformait en un tourment de plus. Chaque sourire affiché creusait un peu plus le fossé entre sa façade et son existence véritable. Vécue en coulisses. La nuit, des réveils brutaux la tiraient du sommeil, le cœur martelé par l'anxiété, tourmenté par une interrogation lancinante. Que va-t-il se produire lorsque le scandale éclatera au grand jour? Elle visualisait déjà les gros titres,
les chuchotements malveillants, les condamnations hâtives, les regards qui se détourneraient, les alliés qui pourraient s'évanouir. La terreur du qu'en dira-t-on, profondément enracinée en elle, depuis sa jeunesse, refaisait surface avec une brutalité surprenante. Néanmoins, une force nouvelle en elle commençait à opposer une résistance. Une chose inédite née de cette rencontre. Une puissance naissante, certes délicate, mais incontestablement présente, qui lui soufflait qu'elle avait déjà trop immolé sur l'autel de son image publique, qu'il était impensable, à plus de 75 ans, de poursuivre une existence dictée par les attentes d'autrui. C'est ainsi que s'enclencha une lente transformation intérieure, une évolution quasi douloureuse, au cours de laquelle elle se mit à réexaminer le film de sa vie. Son parcours professionnel immaculé, sa rigueur de fer, son union maritale bâtie sur l'infidélité, la maladie qui avait manqué de la terrasser, le décès de son époux, les longues années de mutisme contraint, et désormais, cette liaison qui n'aurait jamais dû voir le jour, mais qui lui permettait enfin de reprendre son souffle pour la toute première fois depuis des décennies. Progressivement, l'interrogation obsédante « Que penseront les gens ?» se mua en une question bien plus profonde. Ai-je encore le droit de garder le silence ? Elle prit conscience que ce mutisme qui fut jadis son armure était devenu sa prison, la condamnant à une disparition progressive. Et elle n'était plus disposée à s'évanouir. Un soir, déambulant seule dans les artères parisiennes, sous le halo doré des lampadaires semi-rang, sur la Seine, une certitude foudroyante la percuta. Si elle ne révélait pas son secret maintenant, elle ne le ferait jamais. Le jour suivant, installée chez elle devant une page immaculée, elle tergiversa, frissonna, s'y reprit à plusieurs fois, biffa des mots, inspira profondément, puis traça. Finalement, les phrases qu'elle ne se serait jamais crue capable de confier un jour. Cependant, cette fois-ci, ces mots n'étaient pas destinés à rester son seul secret. Elle les rédigeait pour l'opinion publique, résolue à affronter le tumulte que ses aveux allaient inévitablement déclencher. Point de conférence de presse orchestrée, point de plan de communication calculé, aucune théâtralité. Elle choisit simplement de dévoiler la vérité brute. Elle était consciente que son geste lui vaudrait une admiration accrue de la part de certains, tandis que d'autres se sentiraient profondément floués, que quelques-uns s'efforceraient de saisir ses raisons, et que d'autres encore se boucheraient les oreilles. Elle savait pertinemment que cette révélation lui ferait perdre la maîtrise qu'elle avait si fatifidement, précieusement cultivée, mais pour la toute première fois de son existence, elle consentait à laisser la vérité s'épanouir sans aucune entrave. Et au moment où, d'un ton sobre, calme, presque apaisé, elle articula les phrases qui anéantissaient 50 années de dissimulation, elle perçut une libération intérieure. Une sensation immense, essentielle et fondamentalement humaine. Evelyne n'était plus uniquement la femme qui annonçait la météo. Elle devenait enfin la femme qui osait regarder en face sa propre météo intérieure. La nouvelle, une fois rendue publique, se propagea à une vélocité stupéfiante, inondant les salles de rédaction, enflammant les plateformes sociales et s'immisçant dans les discussions privées, telle une déflagration impossible à maîtriser. Des millions de citoyens français découvrirent en l'espace de quelques heures seulement ce que nul n'aurait pu concevoir, une vérité que même une partie de ses collaborateurs ignorait encore quelques jours auparavant. Les retours furent immédiats et multiples, allant de la virulence à une douceur absolument poignante. De nombreuses personnes applaudirent son audace, admirant cette émancipation tardive arrachée au terme d'une lutte intérieure colossale. D'autres, profondément déconcertés, se sentirent floués, comme si la figure emblématique et réconfortante qui avait rythmé leur quotidien venait subitement de leur tourner le dos. Evelyne parcourait tous ces commentaires en silence, avec une clarté d'esprit presque insoutenable, consciente que cet instant crucial lui échappait désormais. Elle avait lâché une vérité dans le monde, et dorénavant, cette vérité allait tracer son propre chemin. Au sein des studios de télévision, les attitudes se modifièrent. Certains regards s'emplirent, d'une émotion palpable, d'autres d'un embarras discret,
tandis que d'autres encore laissaient transparaître une admiration jusqu'alors non avouée. Des missives se mirent à affluer à son domicile, des lettres envoyées par des inconnus, et plus particulièrement par des femmes de sa propre génération, qui lui livrent des confessions poignantes, des luttes intérieures qu'elle n'avait jamais partagées avec quiconque, des passions gardées secrètes, des facettes de leur être profondément reniées, des décisions de vie entièrement façonnées par l'angoisse du regard et de la réprobation sociale. Chacun de ces messages est pour Evelyne, tel un éclat de miroir dans lequel se réfléchissent ses propres longues décennies de non-dits. Et pourtant, elle n'éprouve aucun regret. Elle navigue à travers cette période de sa vie, pleine de remous, avec une quiétude surprenante, soutenue par la présence apaisante et bienveillante de la femme qu'elle chérit, et par cette sensation inédite d'exister enfin en pleine harmonie avec elle-même. Elle est consciente que les jugements finiront par se dissiper. Le manque de compréhension n'est qu'une phase transitoire, que l'affranchissement personnel a toujours un coût, mais qu'aucun sacrifice n'est trop grand lorsque l'on a attendu un demi-siècle pour pouvoir enfin respirer librement. C'est à ce moment précis qu'elle prend une résolution qu'elle n'aurait jamais pu concevoir quelques années auparavant, celle de consacrer officiellement son union. Non par esprit de provocation ou pour lancer un défi aux incrédules, mais simplement parce que, pour la toute première fois, elle refuse de dissimuler ce qui la fait se sentir profondément vivante. Le mariage s'organise dans la confidence la plus absolue, bien loin de l'agitation des caméras et des regards indiscrets, au sein d'un lieu sobre, presque confidentiel, où la seule chose qui importe est la présence des personnes qu'elle aime véritablement. Ce jour-là, alors qu'elle s'avance vers celle qui partage maintenant son existence, Evelyne est envahie par une paix immense, un sentiment d'harmonie intérieure qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle ne renie absolument rien de son parcours passé. Elle rend même hommage à la mémoire de cet homme qui fut son compagnon pendant 50 longues années. Cependant, elle refuse catégoriquement que ce passé continue de dicter les termes de son avenir. En articulant quelques mots simples, presque chuchotés, elle clôt définitivement un chapitre qui l'a longtemps maintenue captive et en inaugure un autre, lumineux et inattendu, lequel elle pénètre enfin en tant que femme complète, souveraine et totalement assumée. Et alors que certains évoquent déjà son geste comme un acte d'une portée historique, Evelyne saisit que l'enjeu fondamental ne réside pas dans ce qu'elle vient de dévoiler au grand jour, mais plutôt dans ce que chaque individu sera disposé à confronter en lui-même en écoutant son récit. Après cette union célébrée dans la plus grande discrétion, une nouvelle ère de l'existence d'Evelyne débute. Non pas comme un chapitre de triomphe éclatant, mais plutôt comme une exploration intérieure où chaque action, chaque mot prononcé et chaque échange de regards acquiert une résonance inédite. Elle fait l'expérience d'une forme de liberté qui n'a rien de spectaculaire. Une liberté sereine, presque retenue, constituée de petites habitudes quotidiennes qui lui étaient totalement inaccessibles par le passé. Se promener main dans la main sans l'appréhension d'être aperçue. Éclater d'un rire sincère et spontané sans vérifier si un regard se pose sur elle, laisser les muscles de son visage se relâcher. Finalement, sans avoir la charge de devoir incarner une image convenue et rassurante pour son entourage. Néanmoins, cette émancipation s'accompagne d'un choc frontal avec un univers médiatique qu'elle n'avait jamais véritablement dû affronter. Les journaux, d'abord circonspects, commencent à décortiquer sa démarche. Certains le font avec empathie, d'autres avec une curiosité insistante, cherchant à analyser ce qu'ils qualifient alternativement d'actes de bravoure, de fracture sociétale ou même de confession tardive. Evelyne parcourt ces articles avec un certain détachement, parfaitement lucide sur le fait que chacun y projette ses propres angoisses et ses propres désirs. La véritable épreuve, elle en est persuadée, ne se déroule pas dans les colonnes des magazines, mais bien dans le cœur de ceux qui l'observent depuis 50 ans. Elle continue de recevoir des récits extrêmement touchants, des confessions d'hommes et de femmes qui lui avouent qu'ils n'ont jamais eu le courage d'être eux-mêmes, et que son action leur ouvre une voie qu'ils pensaient définitivement condamnée. Quelques-uns lui confiaient même avoir pleuré en découvrant son histoire, non par chagrin, mais parce que finalement, une personne de leur génération osait faire tomber une barrière que l'on croyait tous inébranlable.
D'autres, à l'inverse, lui adressent des lettres chargées d'incompréhension et de nostalgie, déplorant ce qu'ils perçoivent comme une trahison de l'image idéalisée qu'ils avaient d'elle. Evelyne ne leur répond pas. Elle ne se sent plus obligée de se justifier. Elle ne recherche ni la validation ni le soutien général. Pour la toute première fois de son existence, elle se dresse dans une vérité personnelle qui n'a nul besoin d'une quelconque approbation extérieure. Au fil des semaines qui passent, elle sent son être se libérer d'un fardeau ancien, celui de la surveillance constante, du contrôle de soi permanent et de cette quête obsessionnelle d'une image irréprochable. Elle se surprend elle-même à inspirer plus amplement, à jouir d'un sommeil plus profond et réparateur, à s'exprimer avec une franchise presque désarmante de candeur. Son rapport même au temps se modifie. Elle ne rythme plus ses journées en fonction d'un calendrier médiatique strict, mais plutôt au gré des instants où elle se sent pleinement et entièrement vivante. Progressivement, un autre phénomène prend forme. Discret mais d'une force indéniable, la France commence à percevoir Evelyne sous un nouveau jour, non plus comme cette figure légendaire, cette entité presque figée dans l'imaginaire collectif, mais comme une femme qui a su affronter ses propres peurs, ses deuils et ses paradoxes, qui en fin de compte ose simplement se présenter dans sa pleine et entière humanité. Ce changement de perspective transforme non seulement la perception que le public a d'elle, mais également le regard qu'elle porte sur elle-même. Car Evelyne comprend que si elle a passé, après avoir consacré l'essentiel de sa carrière à présenter la pluie et le beau temps sur des cartes géographiques, elle n'avait jamais réellement sondé le climat de sa propre âme, bien trop absorbée par l'effort de chasser les orages dans la vie des autres. Désormais, elle a conscience que son firmament intérieur ne retrouvera jamais une clarté absolue, que des bourrasques subsisteront toujours, tout comme des zones de pénombre et des éclairs anciens qui ressurgiront occasionnellement. Néanmoins, elle est également certaine que pour la toute première fois en 60 ans, ce ciel tourmenté est enfin le sien. Et tandis qu'elle progresse dans cette existence nouvelle, si précaire mais si profondément sincère, elle s'interroge avec une forme de stupéfaction sur la manière dont elle a bien pu endurer une si longue période en se maintenant à une telle distance de son essence véritable. Une conviction s'ancre pourtant en elle. Ce qu'elle vient de surmonter transcende largement son parcours personnel. Son épreuve est devenue le reflet tendu à une génération complète. Un reflet qui nous renvoie à une interrogation fondamentale. Qui parmi nous persévère à incarner un personnage pour ne pas heurter les attentes de son entourage ? Si le récit d'Evelyne vous a profondément ému, si sa bravoure tardive, sa vulnérabilité pleinement acceptée et sa recherche d'authenticité trouvent un écho en vous, alors accordez-vous un moment pour lui transmettre une vague de soutien. Derrière le visage familier qu'elle a incarné, pendant plus de 50 ans, se dissimule une femme qui, à l'instar de chacun d'entre nous, a connu la peur, l'incertitude, a aimé en secret et a finalement réussi à briser ses chaînes. Apportez-lui votre appui par un geste symbolique, un commentaire empreint de bienveillance, un partage, qui pourrait peut-être inspirer une autre personne à trouver le courage d'être elle-même. Chaque pouce levé, chaque parole réconfortante, chaque adhésion nouvelle à cette chaîne nous fournit l'énergie nécessaire pour continuer à narrer ces témoignages humains, poignants parfois, teintés de souffrance, mais systématiquement porteurs d'une lueur d'espérance. Si vous désirez que d'autres personnes découvrent cette vérité bouleversante, nous vous invitons à diffuser la vidéo, à rejoindre notre communauté et à actionner la cloche pour être certain de ne manquer aucune de nos histoires. Merci de faire vibrer cet espace d'échange où l'authenticité et l'empathie sont enfin reines. Merci infiniment.